La France est en difficulté. En quelques mois seulement, le gouvernement s'est effondré. Ses coûts d'emprunt ont grimpé en flèche et pour la première fois, sa dette a dépassé les 4 000 milliards de dollars, soit plus que ce que l'économie entière produit en un an. Cela pourrait sembler n'être qu'une autre histoire de dette européenne. Après tout, d'autres pays européens ont des niveaux d'endettement bien supérieurs à la France. Mais la France est différente. Ce n'est pas n'importe quel pays. C'est la deuxième économie d'Europe, représentant près d'un cinquième de toute la zone euro. Si jamais elle venait à ne pas rembourser sa dette, le choc ne s'arrêterait pas à ses frontières. Il se propagerait à travers l'Europe. Malheureusement, les signes avant-coureurs sont déjà là. Cela fait plus d'un demi-siècle que la France n'a pas terminé une année avec plus d'argent. 51 années consécutives à dépenser plus que ce qu'elle gagne, chaque gouvernement empruntant simplement pour combler l'écart. Ce type de dépense ne peut pas durer éternellement. Mais chaque fois que la France tente de résoudre le problème, le chaos s'ensuit. Depuis les années 1970, les retraités ont bénéficié d'une croissance salariale plus forte que les jeunes travailleurs. Pour la première fois dans l'histoire, les retraités reçoivent désormais plus en pension que ce que les travailleurs gagnent en salaire. Pourtant, rien ne peut être fait. La politique ne fonctionne pas. Un parti demande des impôts plus élevés, un autre demande des coupes budgétaires et un autre des réformes. Mais aucune solution ne dure plus de quelques années. Le cycle est toujours le même. Un gouvernement est élu, il propose des mesures, l'opposition se mobilise, puis le gouvernement s'effondre et le cycle continue. Pendant ce temps, la dette française augmente de 5 000 € par seconde. Maintenant, les gens commencent à se demander que se passe-t-il si rien ne change ? Si la France ne parvient pas à maîtriser ses finances, le reste de l'Europe pourrait être contraint d'intervenir qu'elle le veuille ou non. Si cela se produit, toute la zone euro pourrait être en péril. Pendant la majeure partie du siècle dernier, la France a été un symbole de prospérité. Elle a construit l'un des États-providence les plus généreux du monde. Si vous tombiez malade, l'État couvrait vos frais médicaux. Si vous perdiez votre emploi, les allocations chômage du gouvernement vous aidaient à flotter. Lorsque vous preniez votre retraite, une pension vous attendait. Dès l'instant où un enfant naissait, la promesse était claire, l'éducation de la maternelle à l'université serait gratuite. C'est devenu une partie de l'identité française, la promesse que l'État protégerait toujours ses citoyens. Pendant des décennies, ce modèle a semblé fonctionner. La croissance était forte, le niveau de vie était élevé. La France s'est consolidée comme la deuxième économie d'Europe derrière seulement l'Allemagne. Le système français était admiré non seulement en France, mais à l'étranger. Preuve qu'une économie moderne pouvait combiner le capitalisme avec un puissant filet de sécurité sociale. Mais il y avait un piège. Cela venait avec un coût élevé. Bien que les impôts soient déjà élevés, ce coût devait encore être couvert par la dette. En fait, chaque année depuis 1974. Pendant plus d'un demi-siècle, les déficits ont été la règle, pas l'exception. Au début, ce n'était pas un problème, c'est parce que la dette n'est pas toujours une mauvaise chose. Si elle finance la croissance, surtout la croissance à long terme, elle peut même aider un pays à prospérer. Pendant des décennies, la France a fait exactement cela. L'économie était forte, la main-d'œuvre jeune, et des millions de personnes cotisaient au système, ce qui rendait les avantages généreux durables. Mais en France, ces avantages sont devenus plus qu'une simple politique. Ils sont devenus une partie de l'identité nationale. Les gens s'attendaient à ce que l'État intervienne à chaque étape de la vie, pour couvrir leurs soins de santé, leurs pensions ou même des mois de chômage. Ce n'était pas juste un soutien, c'était une promesse. Le problème était qu'avec le temps, cette promesse est devenue plus difficile à tenir. Dans les années 1990, la France comptait encore 5 travailleurs pour chaque retraité. Mais 2 décennies plus tard, ce chiffre était tombé à 3. Les pensions et les soins de santé ont commencé à engloutir de plus en plus du budget, tandis que l'assiette fiscale nécessaire pour les financer continuait de se rétrécir. Normalement, ce type de déséquilibre aurait déclenché des alarmes. Mais la France a été protégée par le moment. La création de l'euro a fait chuter les coûts d'emprunt à des niveaux historiquement bas. Les politiciens se sont appuyés sur la dette plutôt que sur les réformes. Après tout, pourquoi risquer de déclencher une protestation quand emprunter semblait indolore ? De l'extérieur, le système semblait relativement stable. Mais en dessous, la France devenait plus fragile que quiconque ne voulait l'admettre. Puis le calme s'est brisé. En 2008, la crise financière mondiale a frappé. Comme tout le monde, la France a été forcée de dépenser des milliards pour relancer son économie. Alors que les gens perdaient leur emploi, les familles qui cotisaient autrefois au système en dépendaient désormais pour survivre. Le flux d'argent s'est inversé, moins d'entrées par les impôts et beaucoup plus de sorties en aide. En seulement 2 ans, la dette de la France est passée d'environ 60% à 80% de son PIB.
C'était le premier véritable signe avant-coureur, la preuve que le système français était plus fragile qu'il n'y paraissait, et cela aurait dû être le moment de vérité. Mais alors que d'autres pays comme la Grèce ou l'Espagne qui souffraient également ont été contraints à des sauvetages douloureux, la France est passée inaperçue, évitant discrètement les projecteurs. Il n'y avait pas d'urgence à changer le coup. Alors, au lieu de resserrer ses finances, la France s'est appuyée sur la décision de la Banque centrale européenne de réduire les taux d'intérêt. Emprunter était à nouveau soudainement bon marché. Le pays a donc doublé sa dette. Mais les choses n'étaient plus comme dans le passé. La population française était plus âgée, la main-d'œuvre plus petite, et les dépenses publiques continuaient d'augmenter chaque année. Le même schéma a continué de se répéter. Des taux d'intérêt extrêmement bas masquaient les problèmes sous-jacents. Pour les politiciens, cela ressemblait à de l'argent gratuit, un moyen facile de retarder les décisions difficiles. Tant que la dette était bon marché, les réformes pouvaient être reportées. Ils ont emprunté plus promis plus, et année après année, le système est devenu encore plus fragile. C'était un pari qui a fonctionné jusqu'à ce qu'un jour, il ne fonctionne plus car alors la Covid a frappé. Quand la pandémie a gelé l'économie, la France n'a eu d'autre choix que d'intervenir à nouveau avec des fonds de solidarité, des plans de relance et des prêts garantis par l'État. Elle a versé des centaines de milliards dans le chômage partiel, les sauvetages et les soins de santé d'urgence. Au moment où la poussière est retombée, sa dette avait dépassé 110% du PIB. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le pays devait plus que ce que son économie entière produisait. C'est là que l'illusion s'est finalement brisée. La crise de la dette française n'était plus seulement théorique, c'était la réalité. La vérité, c'est que l'État-providence français était déjà trop cher à gérer sans emprunt constant. Des décennies de déficit étaient ancrées dans le système. Mais la pandémie l'a finalement poussé au-delà de la limite. Le calme était terminé et ce qui restait était une spirale. Et la France y était maintenant complètement prise. Leur problème aujourd'hui n'est pas seulement qu'ils doivent beaucoup d'argent, c'est que le pays est coincé dans une spirale et que personne ne semble savoir comment en sortir. L'État-providence français a été construit à une autre époque, une époque où emprunter était bon marché et l'économie était en plein essor. Mais ce monde n'existe plus. Les taux d'intérêt augmentent, l'économie ralentit, et soudain le coût du financement des soins de santé, des pensions et des prestations semble beaucoup plus lourd. Voici où la France se démarque vraiment. Aucun autre pays développé ne dépense autant dans son secteur public. Pour chaque euro que le pays produit, 57 centimes vont au secteur public. Prenons l'année dernière. La France a enregistré un déficit de 167 milliards. Plus de 50 milliards de cela n'ont pas été dépensés pour les écoles, les hôpitaux ou les nouvelles infrastructures. C'était uniquement pour les paiements d'intérêts, le remboursement de la dette sur les promesses d'hier. Ajoutez tout cela. Et le pays dépense environ 6% de plus que ce que l'économie ne produit. Pour mettre cela en perspective, la limite de l'UE est de 3%, et la France est à près du double. En fait, elle n'a même pas atteint cet objectif de dépense une seule fois depuis la Covid, et il n'est pas prévu de changer de cap de sitôt. La raison pour laquelle le déficit continue d'exploser est simple. La majeure partie de l'argent de la France est liée à des coûts récurrents des obligations qui ne peuvent pas être simplement mises en pause ou coupées sans déclencher une crise. C'est là que nous atteignons le véritable point de pression, car une dépense en particulier ronge le système. Les pensions. La France dépense désormais plus pour les pensions que presque n'importe quel autre pays au monde. L'année dernière, seulement ce coût s'élevait à plus de 350 milliards d'euros, soit 14% de l'économie entière, bien au-dessus de la moyenne de l'UE de 10%. Pour mettre cela en perspective, les pensions coûtent maintenant à l'État français plus que ce qu'il dépense pour l'éducation, la défense et les transports combinés. Mais le vrai problème n'est pas seulement combien coûtent les pensions, c'est la rapidité avec laquelle l'équilibre entre les travailleurs et les retraités s'est inversé. Lorsque le système a été construit pour la première fois, moins de 15% de la population étaient des retraités. L'équilibre était maintenu, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. Ce nombre a déjà grimpé à 22%. D'ici 2049, il devrait atteindre près de 30%, soit près d'une personne sur 3 sera à la retraite. Ce n'est pas seulement qu'il y a plus de retraités, ils vivent également plus longtemps. Aujourd'hui, le citoyen français moyen vit près de 11 ans de plus qu'il y a 50 ans. Cela représente une décennie supplémentaire de chèques de pension, de factures de soins de santé et de soutien, bien au-delà de la conception initiale du système. Pour utiliser une meilleure expression, le système de pension français fonctionne un peu comme un système de Ponzi, sur une base de répartition où l'argent placé dans le système est presque immédiatement retiré pour payer les pensions. Cependant, ce n'est pas seulement qu'il y a moins de travailleurs, c'est que les travailleurs existants qui cotisent au système ne compensent pas la différence. La productivité en France, autrefois parmi les plus fortes d'Europe, a fortement chuté ces dernières années.
Une partie du problème est structurelle. Plus de jeunes restent à l'école plus longtemps et obtiennent des diplômes avancés pour se démarquer sur le marché du travail. Mais les emplois ne sont pas là pour correspondre. Près d'un diplômé sur 4 se retrouve dans un emploi qui ne nécessite même pas ce niveau d'éducation. Des années d'études, mais peu de bénéfices pour l'économie dans son ensemble. Au lieu que chaque travailleur génère plus de richesses pour équilibrer le système, la production par travailleur diminue. Le problème est donc double. Il y a moins de contribuables qui portent le fardeau et chacun d'eux contribue moins qu'avant. Voici la mise en garde. Tout le monde en France sait que le système ne peut pas continuer comme ça. Les économistes le disent, les investisseurs le voient et même le gouvernement l'admet. Mais chaque fois que les dirigeants essaient de le réparer, le pays explose. En 2023, plus de 3 millions de personnes ont défilé dans les rues en une seule journée pour lutter contre la réforme des retraites de Macron. Selon les normes internationales, ce contre quoi il se battait était modeste relever l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. À titre de comparaison, en Allemagne et en Italie, il est déjà de 67 ans et même aux États-Unis, il est de 66. Mais en France, la réaction a été explosive. Les grèves ont paralysé les transports, les ordures se sont accumulées à Paris et les protestations ont duré des semaines. Les sondages ont montré que près de 70% de la population s'opposait à la réforme, même si les économistes étaient presque unanimes sur sa nécessité. Lorsque le Parlement a résisté, Macron a fait passer le projet de loi en utilisant une faille constitutionnelle. Au lieu de calmer les choses, cela n'a fait qu'approfondir la colère et ses cotes de popularité se effondraient et le gouvernement a à peine survécu à un vote de censure. En fin de compte, la réforme est techniquement passée, mais politiquement, elle a eu un coût énorme. Le parti de Macron a perdu sa majorité au Parlement, laissant le gouvernement trop faible pour faire passer des changements majeurs. Chaque proposition s'enlise maintenant dans des négociations et stagne avant de pouvoir avancer. Ces difficultés ne se limitent pas à Macron non plus. Chaque fois qu'un président précédent a essayé de toucher aux pensions, ils se sont heurtés au même mur. Chaque fois, les rues ont été remplies, des grèves ont éclaté et les réformes ont été édulcorées ou abandonnées. C'est le piège du système français. Les réformes sont désespérément nécessaires, mais toute tentative de les faire adopter se heurte soit à l'opposition politique, soit à un tollé de protestation. Depuis 2022, la France a déjà usé 5 premiers ministres. Aucune réforme ne tient jamais. Pour les gens ordinaires, cela ressemble à un déjà-vu. Un gouvernement fait une promesse, le suivant la déchire et les grèves continuent. Les pensions restent menacées et la vie coûte de plus en plus cher. Les investisseurs surveillent de près. Ils voient une dette croissante, une population vieillissante et un gouvernement trop divisé pour agir. La confiance s'érode. C'est un changement majeur. Pendant des décennies, la France a été l'un des emprunteurs les plus sûrs d'Europe. Une économie énorme et productive, la deuxième après l'Allemagne, et prêter à la France était considérée comme sans risque. Mais une fois que ces dettes commencent à s'accumuler, les prêts ne sont plus bon marché. C'est pourquoi les taux d'intérêt de la France augmentent. Les investisseurs veulent plus d'argent en retour pour prendre ce risque. La France est déjà coincée dans cette boucle et elle ne fait que se resserrer. Mais ces avertissements ne viennent pas seulement des économistes ou des groupes de réflexion. Ils apparaissent dans les endroits mêmes que les investisseurs regardent en premier. Les agences de notation de crédit, qui sont les entreprises qui disent aux investisseurs à quel point il est sûr ou risqué de prêter de l'argent à un pays, ont déjà rétrogradé la France à son score le plus bas de l'histoire moderne. La confiance s'est effondrée et les marchés clignotent. Pour le prouver, pour la première fois, il est désormais tout aussi coûteux pour la France d'emprunter de l'argent que pour l'Italie. Plus on regarde en profondeur, plus les perspectives sont troublantes. Les chiffres auxquels la France se trouve aujourd'hui sont étrangement familiers. En 2010, juste avant l'explosion de la crise grecque, ces obligations à 10 ans se négociaient autour de 3,3%. Actuellement, la France se situe presque au même niveau. À l'époque, il n'a fallu qu'une étincelle, une perte de confiance et une vague de vente pour que les coûts d'emprunt de la Grèce s'envolent. En quelques mois, les taux d'intérêt ont grimpé en flèche et le pays a été complètement coupé des marchés. C'est le risque avec lequel la France flirte maintenant. Tant que les investisseurs gardent confiance, le système tient le coup. Mais au moment où ils décident que la dette française n'est plus sûre, la spirale pourrait s'accélérer à une vitesse effrayante. C'est un énorme changement de perspective. Lorsque la deuxième plus grande économie de la zone euro commence à paraître chancelante, cela ne fait que paniquer les investisseurs à Paris. Cela rend tout le projet européen instable. Voici le vrai problème. Encore une fois, la France n'est pas un petit pays. Elle représente 20% de toute la zone euro. Si elle rencontre de graves problèmes, la renflouer ne serait pas seulement difficile. Avec une dette de 3 300 milliards d'euros, cela pourrait être impossible. Rappelez-vous, l'euro a été construit sur la promesse que chaque État membre maintiendrait ses finances sous contrôle afin que la monnaie unique puisse rester stable.
C'est pourquoi des règles de base strictes ont été établies. Aucun pays ne devrait avoir de déficit supérieur à 3% et la dette devrait rester inférieure à 60% du PIB. Mais la France, ainsi que d'autres pays, il faut le dire, ne suivent plus ces règles. Cela change tout. Si la France ne peut pas mettre de l'ordre dans ses affaires, cela mine la crédibilité de tout le système. Pourquoi les investisseurs feraient-ils confiance à l'euro si même ses membres principaux ne suivent pas les règles? C'est là que le problème commence vraiment. La France est tout simplement trop grande pour faire faillite. Si les marchés poussaient un jour ses coûts d'emprunt à un point de rupture, la Banque centrale européenne interviendrait, presque certainement, en achetant des obligations françaises pour stopper la panique. Mais réfléchissez à ce que cela signifie réellement. Au moment où la France obtient ce genre de sauvetage, d'autres États voudront la même chose. Si cela se produit, pourquoi un gouvernement réduirait-il les dépenses? Soudain, la zone euro n'est plus maintenue par la discipline, mais par le bilan de la Banque centrale. C'est une ligne que l'Europe n'a jamais osé franchir. La vérité inconfortable est que tout cela est sans précédent. La zone euro n'a pas de véritable plan de jeu pour cela. Elle a géré les sauvetages pour la Grèce, le Portugal et l'Irlande, mais ce sont toutes des économies beaucoup plus petites. La France est près de 10 fois plus grande que la Grèce. Si elle bascule dans la crise, toute la zone euro serait contrainte à un choix impossible. Soit intervenir et les sauver, risquant des réactions politiques en Allemagne et aux Pays-Bas, soit refuser et laisser l'un des piliers fondateurs s'effondrer. L'une ou l'autre voie mettrait en péril non seulement la France, mais l'euro lui-même.